web TV della Camera, perché questo è un evento fruibile attraverso la web TV della Camera. Avverto che è stato anche predisposto l'interpretariato in simultanea per le lingue francesi e inglesi, alle quali è possibile accedere selezionando il canale che la piattaforma Zoom indica come opzione. Ho il piacere e l'onore di dare apertura ai lavori di questa conferenza, promossa in occasione dell'anniversario della istituzione dell'Organizzazione dell'Unione Africana, dell'OUA, oggi Unione Africana. Saluto a nome del collega Gennaro Migliore, Presidente del Comitato Permanente sulla Politica Estera per il Mediterraneo e per l'Africa. Saluto tutte le ambasciate a Roma dei Paesi membri dell'Unione Africana che seguono i nostri lavori e rivolgo un saluto anche alle nostre ambasciate nei rispettivi Paesi africani. Mi preme fin d'ora ringraziare tutti coloro che hanno aderito all'invito della Commissione Esteri della Camera, con ciò manifestando interesse a un'interlocuzione. Plutôt de la Commission des Affaires étrangères et communautaires de la Chambre des députés italienne sur les thèmes qui font l'objet du partenariat Italie-Afrique inauguré par le gouvernement italien en 2020. Je remercie en particulier le ministre des Affaires étrangères, M. Di Maio, pour avoir contribué à nos travaux en tant qu'orateur principal, malgré tous ses engagements. Et je remercie également d'avoir voulu promouvoir de manière convaincue et déterminée le partenariat Italie-Afrique, qui est un choix stratégique pour nous. Je remercie son Excellence l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, son Excellence Fidel Kakesa Sambassi, qui participe aujourd'hui en sa qualité de représentant du pays qui détient donc la présidence en exercice de l'Union africaine. Nos travaux vont s'enrichir ultérieurement de deux apports importants. D'abord, le message de la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Madame Amina Mohamed, en sa qualité de présidente du groupe des Nations Unies pour le développement durable. Nous allons avoir ensuite l'honneur de la participation. Nous aurons par la suite l'honneur de lire un message du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais à l'étranger du Sénégal, Madame Aïssata Talsal, qui va intervenir également en représentation du pays qui va remplacer. Donc la République démocratique du Congo par rapport à la présidence de l'Union africaine. Pour représenter le secteur privé italien, nous aurons l'apport du directeur général de Enel, M. Francesco Sarace, et nous aurons aussi avec nous Don Dante Carraro, directeur de Médecins pour l'Afrique, donc la première organisation de bénévolat présente en Afrique sur les thèmes de la protection de la santé. Ceci dit, donc, je vais brièvement encadrer notre débat. En Afrique, nous avons donc 1,350 milliard de personnes et il va s'agir donc de 4 milliards à la fin du siècle. Donc 11 milliards par rapport aux habitants de la planète entière. Donc la destinée de ces personnes ne peut pas être résolue par l'immigration. Le développement durable est donc l'un des défis fondamentaux de ce siècle pour ces pays. Trop souvent, nous nous adressons au continent africain en de termes problématiques, mais l'Afrique est beaucoup plus que cela. Il ne s'agit pas uniquement de problèmes, de points critiques, mais il s'agit également de grandes opportunités. C'est pour cela que nous avons besoin de changer notre paradigme pour nous tourner vers ce continent comme étant donc un panel stratégique une opportunité de collaboration. L'Afrique est centrale, ce qui est bien montré par l'intérêt que lui portent les grands acteurs sur le terrain. L'Union européenne se doit de participer également et d'ouvrir une phase nouvelle dans les relations avec l'Union africaine et ses pays. Il s'agit d'une approche qui requiert également un point de vue nouveau sur les relations entre Méditerranée et pays de l'Afrique. Traditionnellement, les pays européens, y compris l'Italie, ont distingué les politiques pour la Méditerranée et les politiques pour l'Afrique subsaharienne et centrale. Dans les pays de la Méditerranée, bien sûr, il y a des relations de grande coopération de par le voisinage géographique, de par le rôle de la Méditerranée qui est une charnière entre le blocus euro-asiatique et le bloc africain. Toutefois, une pleine intégration est de plus en plus nécessaire entre les deux dimensions. Le Sahara
n'est plus une barrière, comme nous le rappellent les routes migratoires, donc, car dans les côtes d'Afrique du Nord, on part des côtes du Niger, Afrique du Centre, etc. Et l'Égypte, le Maroc et d'autres pays, au cours des dernières années, ont donné leur impulsion à des stratégies africaines. Donc de plus en plus, nous devons considérer que l'Europe, la Méditerranée, l'Afrique constituent un seul grand macro-continent vertical en mesure donc de fournir des solutions communes. Depuis longtemps, l'Italie appuie ce changement de point de vue. Cela est montré par l'engagement qui a été déployé par l'Italie, la stabilité politique, la résolution pacifique des conflits, la lutte contre le terrorisme dans toute une série de pays. Sur le plan social, nous avons toute une série d'organisations humanitaires, non gouvernementales, religieuses et autres. Le nombre croissant d'entreprises italiennes crédit désormais l'Italie comme étant le troisième investisseur de l'Union européenne en Afrique. Le partenariat Italie-Afrique, voulu par le ministre Di Maio, mis sur un bond de qualité, donc un partenariat paritaire, orienté, centré sur le développement partagé, pour atteindre ensemble donc les objectifs que nous nous sommes fixés. Aujourd'hui, l'engagement commun, c'est d'abord vis-à-vis de la Covid-19, en garantissant à tous les pays l'accès aux vaccins, en libéralisant donc les vaccins par rapport aux différentes contraintes. Ensuite, nous avons la réduction de la dette avec l'étranger pour les pays les plus exposés et des investissements sur la modernisation des infrastructures à la création d'un système productif. Le troisième défi, c'est la soutenabilité ou durabilité de l'environnement en valorisant les ressources, les richesses naturelles, la biodiversité alimentaire, mais également la durabilité ou soutenabilité sociale humaine, lutte contre la pauvreté, lutte contre les maladies, les pandémies, pour une population qui est âgée de moins de 20 ans en 50% des cas. Puis nous avons la construction d'États démocratiques, protection des minorités, administration publique neutre, lutte contre la corruption et enfin la gestion commune des flux migratoires avec des accords multilatéraux et bilatéraux avec les pays d'origine, de transit et d'accueil, en luttant ainsi contre le trafic de migrants et l'illégalité. Voilà autant d'objectifs au centre du programme de la présidence italienne du G20, de la coprésidence sur les accords de Paris et du partenariat Italie-Afrique. Voilà autant d'objectifs ambitieux, mais qu'il est nécessaire d'atteindre, pour lesquels l'Italie et nos amis africains vont lutter de manière tout à fait déterminée. Le partenariat Italie-Afrique souhaite justement être l'outil de notre volonté commune. Ceci dit, je donne la parole à M. Gennaro Migliore, président du comité Méditerranée-Afrique de la Commission des Affaires étrangères. Merci, Monsieur le Président. À mon tour, je voudrais remercier le ministre Di Maio, les autorités ici présentes et tous les participants à cette rencontre si importante à l'occasion de l'anniversaire de la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Union africaine. 50 ans presque se sont écoulés de cette date historique qui marque bien donc une césure nette avec la période coloniale, avec le déni d'humanité qui a marqué donc l'une des périodes les plus sombres de l'histoire européenne, y compris la nôtre. Et donc, nous devons en être conscients pour pouvoir en parler aux jeunes générations. Nous devons regarder en face notre histoire et comprendre dans notre partenariat avec le sud du monde que seulement en avouant la vérité sur notre histoire partagée, seulement de cette manière nous pourrons construire un avenir prospère. Aux années 60, on avait ouvert la voie donc à une saison extraordinaire d'ambition et d'espoir. Il y a encore tant de problèmes, tant de questions en suspens, mais il y a également toute une série d'opportunités pour celui qui, pour nous tous, est le continent de l'avenir. Et l'Afrique est vraiment le continent de l'avenir qui est en train de connaître une transformation sans précédent
avec une croissance permanente depuis l'an 2000, avec un phénomène important d'urbanisation, le développement d'une classe moyenne, le développement des entreprises privées, une présence très dynamique de jeunes et notamment donc un renforcement de plus en plus significatif du pouvoir des femmes. Un certain nombre des défis que le continent africain va devoir affronter sont des défis partagés. Alors en premier lieu, la pandémie, la Covid-19 ou le Covid-19, même si l'Afrique, déjà au cours des années précédentes, a subi des pandémies dévastatrices dont l'on ne s'est pas suffisamment occupé dans le reste du monde. Aujourd'hui, après avoir vécu et nous continuons à vivre cette situation dramatique, eh bien nous savons que pour libérer le monde des pandémies, il faut vraiment une véritable collaboration entre tous les pays pour faire en sorte que tous les pays et tous les habitants du monde puissent être vaccinés et puissent bénéficier de services sanitaires et sociaux appropriés. Donc le programme COVAX est une première étape importante, mais ce n'est pas encore la solution. Il faut débloquer la production des vaccins pour garantir un accès équitable à tout citoyen du monde. La croissance démographique qui rendra l'Afrique le continent le plus habité du monde pourra donc entraîner la croissance économique de ce continent. Il est vrai qu'inévitablement, et c'est là la phase que nous sommes en train de connaître, il y aura également des vagues de migration à l'intérieur du continent, mais aussi vers l'Europe, qui peuvent être réglementées selon des principes de réciprocité, partenariat équitable, coopération économique avec les pays d'origine et de transit des flux migratoires, respect absolu des droits de l'homme, lutte contre les trafiquants. La crise migratoire a été affrontée avec inertie et risque donc de devenir une crise de solidarité en alimentant ainsi des incompréhensions réciproques qui seraient injustes. À la croissance démographique s'associent les défis posés par les changements climatiques à partir de la désertification de toute une série de zones du Sahel. Ces changements sont dus également aux interventions de l'homme, à des interventions très lourdes, l'exploitation intensive par exemple des ressources naturelles. Bon nombre de migrations dépendent de ce phénomène, ainsi que l'instabilité croissance de toute une série de pays du continent africain qui s'alimentent de ces conditions. Et donc voilà que les politiques de sécurité deviennent fondamentales à partir des politiques qui concernent la lutte contre le terrorisme. L'assassinat récent du président du Tchad, M. Déby, s'est produit par une colonne de rebelles en Libye. C'est un signe préoccupant pour toute la zone du Sahel, où les forces islamistes djihadistes, à partir de Boko Haram et toutes les organisations qui ont prêté serment à l'État islamique, souhaitent donc mettre à mal les autorités de l'État et alimenter un conflit de plus en plus ouvert. Voilà que la coopération militaire devient donc à son tour fondamentale, en respectant bien sûr les règles fixées par les institutions internationales et avec le protagonisme des partenaires africains. En tout cas, je suis convaincue du fait que le continent africain va surprendre le monde de par son dynamisme, ses ressources naturelles infinies du point de vue économique et culturel. Les ONG, les intellectuels, la société civile africaine vont être protagonistes dans ces nouveaux débuts. Il s'agit donc de favoriser la circulation des parties les plus actives de la société, les étudiants, les chercheurs, en écoutant les requêtes de la jeunesse africaine, en passant par les entrepreneurs, en favorisant la circulation de capitaux africains, européens. Le climat, le commerce, le travail, la justice sociale, l'innovation, la sécurité, voilà autant de points clés du partenariat avec la Méditerranée et l'Afrique. Il faudra intensifier nos efforts pour favoriser les petites et moyennes entreprises et tout ce qui peut être utile pour promouvoir l'égalité de genre et le respect rigoureux des droits de l'homme au niveau politique et social. Donc, notre pays va devoir augmenter ses investissements dans la coopération au développement, en particulier dans le domaine scientifique et des infrastructures. Il est dans nos intérêts que cette page nouvelle soit rédigée ensemble et l'Union africaine sera donc la protagoniste principale de cet énorme défi et de ces innombrables opportunités. Je donne la parole maintenant au ministre Di Maio, le remerciant encore de sa présence ici. Je remercie le président Fassino pour
avoir organisé cette initiative à l'anniversaire de la naissance de l'Organisation de l'Unité africaine, fondée le 25 mai 1963 à Addis Abeba et devenue Union africaine en 2002. Je veux remercier le président Gennaro Migliore pour le travail qu'il mène avec le comité dont il est coordinateur, les invités qui sont ici en présence cet après-midi, ainsi que tous ceux qui nous suivent à distance. Donc, aujourd'hui, de nombreux événements se déroulent en Italie pour célébrer le continent africain avec toute une série d'acteurs. Le Parlement est impliqué ainsi que les autres institutions, les entreprises, les organisations non gouvernementales, les universités, les associations missionnaires. Voilà qui témoigne ultérieurement l'importance de nos relations avec le continent africain. Donc, il s'agit d'une relation paritaire, partagée, égalitaire, enracinée fortement en Italie, car l'Italie a su créer des liens profonds à partir de l'engagement donc dans le secteur de la coopération et avec des acteurs non institutionnels tels que les fondations, les ONG, les organismes religieux et de bienveillance. Donc, les institutions consacrent aussi beaucoup d'attention, surtout dernièrement, à ce continent. Il y a une intensification des missions gouvernementales. Je serai au Niger la semaine prochaine. En Afrique, nous pouvons compter aujourd'hui sur 35 sièges diplomatiques et consulaires, 9 instituts italiens de culture, 9 bureaux de l'Agence italienne pour la coopération au développement, 11 de l'Agence pour le commerce avec l'étranger et l'internationalisation des entreprises. Donc un réseau qui s'est enrichi de manière permanente en instituant également une représentation permanente italienne près de l'Union africaine et avec l'ouverture récente de nouvelles ambassades en Guinée, Niger, Burkina Faso, Mali. Nous voulons continuer de renforcer cette collaboration au cours des prochaines années à partir du Tchad. La raison de tout ceci est évidente. Avec ces dynamiques politiques, économiques et démographiques toujours en mouvement, le futur du continent africain devient de plus en plus important. Alors les consultations électorales plus nombreuses, le poids qu'ont pu prendre les organisations régionales telles que l'Union africaine et le projet d'une zone africaine de libre-échange nous disent que l'aspiration de l'Afrique est celle d'augmenter le niveau de démocratie, le niveau de vie, l'intégration, la responsabilité directe lorsqu'il s'agit d'affronter les problèmes africains. Donc il s'agit de tendances positives que nous devons encourager et soutenir. Il reste de nombreuses crises, la fragilité des États, une économie hétérogène, un commerce interafricain qui ne représente encore qu'un minimum du total. À ceci, il faut ajouter des zones de pauvreté extrême qui persistent, aggravées par la pandémie et les changements climatiques. La criminalité, le terrorisme. L'Afrique a 1,2 milliard d'habitants, dont 40% sont âgés de moins de 30 ans. D'ici 2050, la population va doubler. C'est un grand potentiel, mais aussi un défi. L'Italie et l'Europe doivent être aux côtés du continent africain dans ce défi, au nom de l'amitié qui nous lie, mais aussi, disons-le, dans notre propre intérêt. Donc cet échange d'idées promu aujourd'hui par la Commission des Affaires étrangères de la Chambre souligne le rôle fondamental que tous les acteurs, à commencer par les gouvernements et les parlements, peuvent jouer lorsqu'il s'agit donc de songer de prendre soin du développement du partenariat Italie-Afrique. Les parlements sont cruciaux pour alimenter le dialogue politique et donner une nouvelle impulsion à la collaboration économique, scientifique et sécuritaire. Et joue un rôle fondamental aussi dans la défense des droits humains, la lutte contre les inégalités et le renforcement de programmes de coopération ayant l'objectif de créer la paix et le développement. C'est pour cela aussi que je veux féliciter le président Fassino, mais aussi tous les parlementaires présents aujourd'hui, car le rôle de la démocratie parlementaire aide les gouvernements et aide à tisser des relations avec ceux qui sont les représentants du peuple et peuvent donc renforcer l'amitié entre les peuples et les tissus économiques et sociaux. C'est pour cela aussi qu'au mois de décembre dernier, la Farnesina, le ministère des Affaires étrangères, a lancé l'initiative
qui vise à doter les systèmes électoraux africains d'outils donc pour assurer le déroulement démocratique des élections. La démocratie parlementaire, comme je le disais, reste fondamentale pour soutenir les processus démocratiques. Et donc, je souhaite que les liens entre les différentes assemblées législatives puissent se renforcer avec des visites en présence le plus tôt possible, dès que les conditions sanitaires vont nous le permettre. La Farnesina célèbre aujourd'hui, comme chaque année, la journée de l'Afrique, justement dans l'objectif de mettre en exergue, en un jour si symbolique, l'amitié avec les peuples et les pays du continent. L'art, la musique, voilà autant de terrains où nous pouvons nous rencontrer. L'année dernière, à cause de la pandémie, grâce aux sites et les réseaux sociaux, nous avons donc fait naître une sorte de marathon vidéo avec des contributions musicales d'artistes africains et italiens et des interventions de personnalités politiques pour souligner l'importance des relations historiques entre l'Italie et l'Afrique. Une exposition virtuelle va également avoir lieu pour diffuser toute une série d'œuvres africaines gardées dans les musées internationaux et en Italie. Je vous invite également je vous invite à suivre cet événement en sachant que les artistes qui ont participé à notre projet de célébration viennent de zones géographiques et ont des sensibilités différentes, mais ils nous parlent aussi des mêmes thèmes dont il est question au G20, dont l'Italie, comme vous le savez, va donc jouer le rôle de président, comme vous le savez, donc cette année. Il s'agit de thèmes cruciaux pour l'Afrique. Au cours des 2 dernières années, nous avons célébré la journée de l'Afrique par le biais d'initiatives artistiques, car nous estimons que la culture joue un rôle central dans notre partenariat. La promotion culturelle a pris une importance renouvelée et à cause des profondes transformations politiques, sociales et économiques qui ont impliqué une bonne partie des pays africains et parce que la culture peut représenter un point de repère pour une réconciliation sociale et ethnique qui est en train de se produire et dans ces pays ou qui en tout cas est en train de traverser ces pays. Par ces activités, nous voulons encourager des modalités innovantes de production créatrice, mais aussi de gestion et promotion du patrimoine culturel en impliquant toute la société. Voilà que nous sommes donc portés candidats pour un siège au Comité du patrimoine mondial UNESCO pour le mandat 2021-2025. Si elle est élue, l'Italie pourra soutenir encore plus les efforts de la communauté internationale pour protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel africain qui est vraiment extraordinaire. Les transformations africaines, ces profondes transformations de l'Afrique ouvrent également et surtout des opportunités importantes du point de vue économique et commercial. À la lumière de la demande croissante d'investissement, de biens, de services venant du continent, que de nombreuses entreprises italiennes sont en train de saisir. L'Italie, au cours des dernières années, est parmi les premiers investisseurs avec un interchange de 38 milliards en 2019. L'Italie a l'intention de promouvoir une stratégie à plusieurs niveaux pour améliorer le positionnement économique et commercial de nos entreprises sur le continent, en faisant en sorte que puisse évoluer le modèle de coopération avec l'Afrique subsaharienne. Le pacte pour l'export va être le cadre dans lequel il faudra intensifier la collaboration économique industrielle grâce à des forats d'affaires, des B2B, des présentations par pays, ainsi que des missions des opérateurs africains aux expositions principales en Italie dès que la situation sanitaire le permettra. La formation professionnelle, les réseaux d'entreprises locales, le rôle des diasporas, voilà aussi autant d'éléments clés dans le défi pour la croissance. L'Afrique joue un rôle fondamental pour notre coopération qui, depuis des années, s'engage à faire face aux crises humanitaires et soutenir les dynamiques de développement partagées dans le continent voisin. Donc la moitié des pays qui sont prioritaires pour nous est en Afrique. L'Italie a une histoire ancienne de coopération à partir des luttes pour la décolonisation et contre l'apartheid. L'intervention italienne implique tout notre pays au niveau des missionnaires, des volontaires, des experts, des médecins, des ingénieurs, des entrepreneurs et des fondations. Peu d'États peuvent compter sur une tradition aussi solide et une présence si capillaire. Le continent africain est en train de prendre pour l'Italie donc
les apparentent un partenaire privilégié et un véritable bassin d'opportunités. L'effort pour les objectifs de développement durable de l'agenda 2030 requiert une prise de responsabilité croissante ainsi qu'un partage des rôles non seulement entre donneurs et partenaires, mais aussi acteurs publics et privés. Pour un véritable partenariat, eh bien, une meilleure coordination, une approche de participation sont nécessaires, mais également davantage d'attention aux exigences, aux règles, aux décisions de nos partenaires en Afrique. Les résultats du passé risquent malheureusement donc d'être fragilisés par l'impact de la pandémie. Donc affaiblissement des systèmes sanitaires et des réseaux de protection sociale, contraction de l'activité économique, manque de sécurité alimentaire. Voilà donc que la coopération internationale joue un rôle clé pour reprendre la voie vers le fait d'atteindre les objectifs de développement durable. Comme l'a souligné le président du Conseil, M. Mario Draghi, une réponse pour l'Afrique, je cite, est nécessaire, comme la réponse qu'il y a eu donc pour l'Union européenne et les États-Unis. Beaucoup d'hypothèses sont aujourd'hui sur le tapis. Ce sont des hypothèses que nous allons présenter à la table du G20. Santé, environnement, migration, sécurité sont liées entre elles. Et cette interdépendance inspire la vision de la présidence italienne du G20, basée sur les 3 P, personne, planète, prospérité. Il faudra créer les conditions pour une agriculture durable, une production alimentaire qui puisse garantir de la nourriture appropriée en impliquant également l'approche One Health pour faire face à de nouvelles formidables menaces que les pandémies. Et la déclaration de Rome, en conclusion du sommet sur la santé globale, avec la Commission européenne, indique une série de principes, de lignes directrices pour la communauté internationale dans la prévention, la préparation et la réponse aux urgences sanitaires. Le multilatéralisme et la solidarité sont les valeurs qui ont orienté l'action italienne dans la réponse au Covid, avec le don récent de 15 millions de doses de vaccins pour les pays à faible revenu, avec un nouvel engagement financier pour 300 millions d'euros à la COVAX Facility qui se confirme comme étant le meilleur outil pour la distribution équitable de vaccins sûrs et efficaces. Voilà donc un autre élément qui va garantir une préparation appropriée face à d'éventuelles urgences ultérieures. Les changements climatiques agissent comme un multiplicateur de risques géopolitiques tels que pauvreté, corruption, terrorisme, flux migratoires. La coopération au niveau de l'environnement, surtout en des zones particulièrement fragiles, est donc fondamentale. Les projets italiens ont l'objectif de conjuguer la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement par le biais de mesures d'adaptation au changement climatique, protection de la biodiversité, gestion du sol et des eaux, en adressant une attention croissante donc aux interactions qui existent entre l'agriculture et la santé, l'énergie et la nature. Notre pays donc possède des acteurs du secteur privé qui sont extrêmement importants et peuvent ainsi avoir un impact de renouveau grâce aux expériences acquises ou en cours. Je pense à la transition énergétique, la réduction des émissions, les réseaux pour la transmission électrique et du gaz, la gestion des ressources en eau, l'utilisation des énergies renouvelables, le développement de l'hydrogène, les nouvelles infrastructures, l'interaction avec organisations et banques multilatérales. Pour la gestion du phénomène migratoire, nous pensons au renforcement du partenariat avec les pays d'origine et de transit, la collaboration avec les agences internationales, le fait de nous centrer sur les causes profondes des flux migratoires, les interventions de construction de capacités pour lutter contre les trafiquants et le fait d'obtenir une meilleure prise de responsabilité de la part de l'Union européenne. Par rapport à la sécurité, enfin, il suffit de dire que 13 parmi les 29 missions de l'ONU auxquelles l'Italie a participé au cours des dernières années ont eu lieu en Afrique. Comme cela a déjà été dit, la gestion africaine dans les crises doit être protégée, encouragée, mais nous devons rester aux côtés de nos amis africains, qu'il s'agisse de la Libye, du Sahel, du Corne d'Afrique, de la lutte contre le terrorisme dans le plein respect des droits humains, du droit international humanitaire, qu'il s'agisse de l'activité de nos formateurs, de la participation aux nombreuses missions de politique de sécurité et défense commune de l'Union européenne. Donc un dialogue politique est nécessaire, ainsi que les relations entre les personnes, les échanges scientifiques, la coopération au développement
la protection socio-sanitaire, la gestion des flux migratoires, la paix et la sécurité. Voilà donc quelles sont les opportunités et les défis dans la relation entre l'Italie et l'Afrique. Dans les prochains jours, je serai au Portugal pour participer à la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères européennes et le continent africain sera à côté de nous au centre de notre agenda. Il s'agit de défis et d'opportunités qui requièrent donc une vision, de l'engagement de la part de nous tous. Les petits et les grands projets marchent avec les hommes. Alors laissez-moi conclure en vous rappelant des personnes tout à fait spéciales et particulières. L'ambassadeur Luca Attanasio, le carabinier Vittorio Iacovacci, le chauffeur Mustafa Milambo. Le 22 février dernier, et donc une attaque pleine de lâcheté a brisé leur vie. Mais personne ne pourra briser la vision qu'ils avaient et cet esprit de service dont ils ont fait preuve. Luca, un véritable passionné d'Afrique, généreux et sincère, est le symbole même de l'amitié et de la solidarité italo-africaine, de nos ambitions et des difficultés tragiques que parfois nous risquons de rencontrer. Et donc nous ressentons éthiquement ce devoir de rendre honneur à cet idéal de paix et de respect entre les peuples, car nos hommes ont sacrifié leur vie pour cela. Nous voulons continuer à travailler pour renforcer les relations avec l'Afrique. Parallèlement donc au lancement au mois de décembre dernier du document Partenariat avec l'Afrique, le premier programme stratégique du ministère des Affaires étrangères italien entièrement consacré à l'Afrique. Le 7 et 8 octobre, nous allons donc organiser le rendez-vous de la conférence Italie-Afrique. Et pour conclure, effectivement, donc, laisser du temps aux invités qui vont prendre la parole, je voudrais encore une fois remercier le président Fassino, les membres de la Commission des Affaires étrangères, le vice-secrétaire général de l'ONU, le ministre Talsal, les ambassadeurs, les représentants de la société civile et de l'économie. Tous ensemble aujourd'hui, nous témoignons de l'engagement de l'Italie et de l'Afrique pour ce qui est de rénover tous les jours les relations anciennes et profondes qui nous lient pour construire un avenir partagé. Bonne journée de l'Afrique à tous. Je remercie le personnel de la Chambre des députés pour avoir contribué à l'organisation de cet événement un peu hybride. Merci. Grazie. Merci, Monsieur le ministre, de cette intervention. Vous avez évoqué pratiquement toutes les questions et je vois que le partenariat entre l'Italie et l'Afrique ira dans le sens d'une plus forte impulsion de la coopération et même en allant au-delà du bassin méditerranéen. Avant de donner la parole à son Excellence l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, je voudrais donner la parole à la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Madame Amina Mohamed, qui est également présidente du GNUDD, le groupe des Nations Unies pour le développement durable. Cette commémoration de la création de l'Union africaine arrive dans une période difficile, au moment où nous sommes en pleine pandémie de Covid-19, avec toutes ses conséquences et ses répercussions importantes sur l'Afrique. Je voudrais d'abord féliciter l'Union africaine d'avoir obtenu des zones de vaccins et je réitère l'appel lancé aux pays qui disposent d'approvisionnement d'en réserver pour le mécanisme COVAX. C'est absolument important et c'est la façon la plus rapide et la plus équitable d'augmenter la distribution des vaccins à l'échelon mondial. Cette pandémie a annulé les bénéfices déjà acquis, a révélé les vulnérabilités des pays africains aux chocs externes, tout en offrant des opportunités de changement. L'Afrique a connu un ralentissement de son essor économique avec une prévision de croissance d'un peu plus de 3%, donc la moitié de ce que l'on avait connu ou prévu pour le reste du monde. Des millions d'Africains peuvent basculer dans la pauvreté avec un accès limité à l'éducation de qualité, des soins de santé malheureusement inférieurs à la normale, des taux également élevés de chômage, notamment chez les jeunes, un investissement limité dans les infrastructures, une faible résilience aux catastrophes naturelles. Et la Covid-19 menace également les acquis du côté des femmes pour qu'elles aient une pleine participation dans tous les domaines de la vie politique, économique ou sociale. Aujourd'hui, plus que jamais, le partenariat entre l'ONU et
l'Union africaine est essentiel, surtout pour ce qui est du programme de développement durable, si l'on veut le concrétiser et concrétiser également le programme à l'horizon 2063 de l'Union africaine. Je me félicite que l'Union africaine ait pu contribuer à la zone de libre-échange qui pourrait extirper 30 millions de personnes de la pauvreté extrême d'ici 2035. Cette initiative du G20, du Club de Paris, permettra également d'avoir un moratoire de la dette de certains pays. Il y a également le Fonds monétaire international qui pourrait offrir de nouveaux DTS. Donc nous espérons que l'on continuera à mettre en place une bonne gouvernance, à lutter contre la corruption et à venir en aide aux jeunes d'Afrique. Merci. Donc, je remercie la vice-directrice générale des Nations Unies et je vais donner la parole à l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, qui est représentant de la présidence tournante de l'Union africaine. Vous avez la parole, Excellence. Je voudrais d'abord vous remercier d'être venu parmi nous et je vous donne la parole, Excellence. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous tenons à remercier Son Excellence, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, pour avoir organisé la journée du 25 mai avec thème vernissage de l'art africain. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour nous avoir invités pour cette journée. Et je vais parler au nom de toute l'Afrique, puisque la République démocratique du Congo est à la présidence de l'Union africaine. Madame la vice-secrétaire générale de l'ONU et présidente du groupe des Nations Unies, Excellences, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale d'Italie, Excellences, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la Libye, Excellences, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et du Sénégal à l'étranger, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères et communautaires, Monsieur le Président de la sous-commission pour la politique étrangère pour la Méditerranée et l'Afrique, distingués invités, Mesdames et Messieurs. La célébration de cette journée d'anniversaire de l'institution de l'Union africaine coïncide malheureusement avec la triste nouvelle pour la République démocratique du Congo, mon pays, et la République amie d'Italie par la disparition de son Excellence, M. Luca Attanasio, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Italie, qui a trouvé la mort à l'est de la République démocratique du Congo dans des circonstances tragiques en février dernier. Et je salue avec ferveur le vernissage virtuel de ce jour, dédié spécialement en sa mémoire par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale d'Italie. L'ambassadeur Luca Attanasio avait envisagé dans son programme d'action, au cours de son mandat en République démocratique du Congo, de créer un club d'affaires, d'hommes d'affaires italiens et congolais en vue d'assurer les échanges d'expériences, de développer la coopération dans le domaine commercial et de mettre tout en œuvre pour atteindre des objectifs communs dans le cadre du partenariat gagnant-gagnant. Je voudrais rappeler ici en passant que nos deux pays amis entretiennent, donc la République démocratique du Congo et la République d'Italie, entretiennent depuis plusieurs années déjà des relations bilatérales.
Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a été profondément touché par cet incident ignoble et a présenté en son nom propre et au nom de l'ensemble du peuple congolais ses sincères condoléances les plus attristées à la République amie d'Italie et aux familles éprouvées. Pour revenir à la journée de l'Afrique que nous célébrons aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur de rendre un vibrant hommage aux pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, qui se sont sacrifiés au regard des divergences qui avaient caractérisé nos sociétés d'une part et de l'éveil de la conscience africaine qui était encore en veilleuse d'autre part, pour présenter au monde une structure d'union et de solidarité africaine, devenue aujourd'hui une réalité incontournable, avec laquelle il faut compter dans le concert des nations. La réalité de la pandémie de Covid-19 ne devrait pas occulter la symbolique de l'année 2021. Après le thème « Faire taire les armes », choisi à juste titre au regard des conflits armés, le thème axé sur les arts, la culture et le patrimoine lui succède. En effet, il était temps que l'Union africaine fasse une halte sur ce qui constitue le socle de sa raison d'être, en dépit des problèmes récurrents d'ordre sécuritaire, politique et économique. Les arts, la culture et le patrimoine jalonnent sa trajectoire historique et requalifient sa place dans le monde. L'idée est de réaffirmer l'identité de l'Afrique et de stimuler ainsi son développement. D'ailleurs, la 5e aspiration de l'agenda 2063, document traçant la vision de développement du continent conçu sous l'ère de Mme Zuma, affirme la nécessité d'une Afrique dotée d'une forte identité culturelle, d'un patrimoine commun et de valeurs et d'une éthique partagée. Président de l'Union africaine pour l'exercice 2021, la République démocratique du Congo, qui demeure fidèle à sa vocation africaine, est attachée aux valeurs culturelles auxquelles elle voudrait apporter un concours dynamique pour une Afrique solidaire et résolument attachée au développement de l'Afrique tout entière. Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a placé la culture parmi ses priorités au cours de son mandat à la tête de l'Union africaine, étant donné que la culture représente l'une des grandes richesses de l'Afrique tout entière et de notre pays en particulier. D'ailleurs, l'ambassadeur Attanasio, qui était un homme de culture, s'en est approprié et a organisé plusieurs expositions d'œuvres d'art dans différentes provinces du pays au sein de l'ambassade d'Italie à Kinshasa. Excellences, Mesdames, Messieurs, un événement de portée mondiale est survenu au début de cette année 2021. C'est la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, initialement prévue pour le 1er juillet 2020, mais elle a été retardée à cause de la pandémie de Covid-19. L'accord de la zone de libre-échange continentale africaine prévoit une suppression des droits de douane pour 90% des lignes tarifaires sur 5 ans pour les pays les plus développés et sur 10 ans pour les pays les moins développés. Les droits de douane devront être supprimés à une échéance ultérieure pour 7% des lignes tarifaires. La zone de libre-échange est susceptible de transformer notre continent grâce à son marché potentiel de 1,2 milliard de personnes et son produit intérieur brut combiné d'environ 3 000 milliards de dollars américains pour les 54 États membres de l'Union africaine. La zone de libre-échange continentale va résoudre le problème de forte fragmentation des pays en territoires enclavés et aussi une multitude des organisations régionales qui se chevauchent sans une intégration véritable.
La zone de libre-échange continentale africaine constitue une stratégie de sortie de la récession consécutive à la pandémie de Covid-19. La zone de libre-échange vient opportunément aider les pays africains à organiser pour faire face à la concurrence des pays de l'Union européenne avec lesquels ils sont en zone de libre-échange dans le cadre de nouveaux accords partenariats économiques. Faire disparaître les barrières douanières ne se fera pas d'un coup bateau magique, décoller l'économie africaine ou assurer son développement durable. Pour que la levée des obstacles douaniers puisse avoir l'effet souhaité, plusieurs questions doivent être préalablement résolues. Les défis présentés par la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine sont de plusieurs ordres et sont à même de la ralentir ou de la plomber. Ils sont en outre d'ordre politique, juridique, infrastructurel, financier et sécuritaire. Volonté politique pour mettre en œuvre des résolutions visant le développement du continent. Au plan juridique, l'accord doit prendre en compte la question de gestion des droits des propriétés intellectuelles comme l'accord sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce de l'Organisation mondiale du commerce. Il ne peut y avoir d'échanges commerciaux internationaux qui ne tiennent compte des droits de propriété intellectuelle sur les biens et les services échangés. Sur le plan infrastructurel, l'absence de voies de communication entre les pays du continent peut être un frein considérable pour la zone de libre-échange. Se déplacer d'un pays à l'autre n'est pas souvent facile. Certaines communautés économiques régionales ont déjà fait des avancées sur ce terrain en créant des routes pour relier différentes capitales, mais beaucoup reste à faire en termes de voirie, voies ferrées et correspondances aériennes. Sans ces infrastructures de communication entre les pays, échanger les biens et les services va demeurer un vœu pieux. Même les communications électroniques et l'accès à l'Internet et au téléphone, qui sont des outils importants pour les transactions à distance, demeurent à des prix prohibitifs dans certains pays. En outre, la qualité de la connexion Internet est aussi problématique, tout autant la production et la distribution d'énergie. Au plan financier, abaisser les barrières douanières signifie, pour la plupart des États africains, renoncer à une grande source de revenus. Les budgets de plusieurs États dépendent largement des recettes douanières et de l'exportation des matières premières. Leur cours d'exportation étant fluctuant et plus enclin à la baisse qu'à la hausse. Les recettes budgétaires se verront donc réduites considérablement. Cela n'aura pas été grave si le secteur de production local était structuré. Avec un secteur informel qui représente plus de la moitié du produit intérieur brut dans certains pays, les recettes fiscales ne vont pas augmenter du jour au lendemain. Par ailleurs, les multinationales bien implantées en Afrique échappent à une taxation normale à cause des stratagèmes de plus en plus élaborés et des lois inadaptées. Les États africains auront fort à faire pour pouvoir équilibrer des budgets déjà déficitaires, car greffés par des dettes auprès des pays développés et auprès des instances financières internationales. Au plan sécuritaire, l'Afrique est aussi un continent qui connaît de graves crises sécuritaires, y compris la sécurité alimentaire, induite par des conflits dans certaines régions. Ces défis sécuritaires sont non négligeables et peuvent ralentir considérablement les échanges sur le continent. En effet, les conflits internes dans plusieurs pays, la criminalité organisée et autres trafics de personnes, traite humaine, exploitation sexuelle et terrorisme, instabilité politique, qui sont déjà des obstacles à l'intégration dans les sous-régions,
sont à même de l'être aussi pour l'effectivité de la zone de libre-échange continentale. La zone de libre-échange continentale est indubitablement une initiative qui peut apporter un renouveau à l'économie africaine en s'assurant que ces produits soient consommés sur le continent, puisqu'elle ne réussit pas à les exporter et entrer véritablement dans les marchés des autres continents. Cette initiative n'aura des résultats heureux que si, dans le même temps, les défis relevés ici et bien d'autres sont pris à bras-le-corps. Il faudra aussi engager des réformes vigoureuses sur 4 axes. Transformation des structures socio-économiques héritées de l'époque coloniale, afin de diversifier l'économie au-delà de l'exportation des matières premières vers les anciennes métropoles. Réforme fiscale par la suppression des taxes non rentables qui alimentent plus les tracasseries qu'elles réaffirment la trésorerie de l'État. Rationalisation et modernisation de l'administration publique par la redéfinition des cadres organiques, compression des effectifs et réinsertion sociale du personnel, pléthorique à travers les sociétés coopératives à promouvoir dans les diverses branches économiques. Liquidation des entreprises publiques en faillite, parallèlement à la création d'un fonds souverain en vue de la participation de l'État dans les secteurs économiques porteurs ou stratégiques. Dans le secteur agricole, une opportunité parce que l'Afrique dépense actuellement près de 40 milliards de dollars par année pour l'importation de la nourriture, étant donné le faible rendement agricole. Il serait difficile qu'elle puisse concurrencer les autres continents. La zone de libre-échange devrait contribuer à la définition d'une politique agricole commune basée sur la promotion des coopératives agricoles, à la perspective de professionnaliser les agriculteurs et les agents du secteur informel en vue de l'exploitation des chaînes de valeur, spécialement dans les milieux ruraux. Le défi sera d'organiser le commerce intra-régional des denrées alimentaires, des produits transformés et d'intrants agricoles. C'est une urgence dans le contexte de récession consécutive à la pandémie de Covid-19 qui a perturbé les chaînes internationales d'approvisionnement en produits alimentaires et médicaux. L'Afrique est à la croisée des chemins et doit aujourd'hui prendre le tournant décisif vers son développement socio-économique. Dans sa recherche d'une voie de sortie de la crise aggravée par la pandémie de Covid-19, elle devra implémenter la zone de libre-échange suivant la vision d'une nouvelle société prospère et pacifique, fondée sur le panafricanisme, le droit et la justice. En fait, le monde se trouve devant une 4e révolution industrielle qui se résume en 7 grandes tendances suivantes: intelligence artificielle, robotique, objets connectés, véhicules autonomes, impression 3D, nanotechnologie et biotechnologie. Tous les pays doivent s'équiper sur le plan scientifique, technologique, politique, économique et stratégique pour prendre part à cette compétition internationale. En guise de conclusion, j'aimerais rappeler ici un objectif de taille parmi tant d'autres énoncés dans la charte de renaissance culturelle africaine de l'Union africaine, qui est de favoriser la coopération culturelle entre les États membres en vue de renforcer l'unité africaine à travers l'utilisation des langues africaines et la promotion du dialogue entre les cultures. Cette bonne vision demeure un vœu précieux, orienté pour renforcer l'idée de l'intégration régionale africaine. L'union fait la force, dit-on. Une Afrique unie et solidaire reste la meilleure des visions pour consolider nos efforts en vue de faire avancer nos États dans l'unité, la paix et la concorde. Que vive l'Union africaine, que vive l'amitié Italie-Afrique. Je vous remercie pour votre attention.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Excellence. Merci, Monsieur l'Ambassadeur, pour votre contribution très précise et très détaillée. À questo punto. À ce stade, comme on l'a rappelé, l'Italie s'est vraiment engagée dans le continent africain et nous assistons à une augmentation des flux financiers, une présence accrue également des entreprises italiennes en Afrique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu inviter le PDG de l'Enel à ce colloque pour montrer à quel point notre pays est engagé sur le continent africain. Et je voudrais souligner plus particulièrement l'engagement pris par cette société, surtout pour la transition écologique, la révolution verte et la reconversion des systèmes énergétiques en Afrique. Je remercie par conséquent Monsieur l'ingénieur Staraché qui a bien voulu venir à cette réunion. Merci. J'espère que vous m'entendez. Je demande aux techniciens d'augmenter le volume du son. Allez-y, allez-y. Eh bien, d'abord, un grand merci de m'avoir invité. Je suis venue pour vous parler de plusieurs initiatives que nous avons engagées dans le continent africain. Et comme vous l'avez rappelé vous-même, nous avons également décidé d'intervenir sur le plan énergétique, puisque c'est là notre secteur. Je pense que chacun connaît à quel point le continent africain a faim d'énergie. Et du reste, à l'heure actuelle, c'est en Afrique que se trouve la majorité de personnes qui n'ont pas d'accès ou un accès limité à des ressources énergétiques renouvelables ou en tout cas propres et à bon marché, abordables. Et l'on peut dire que la quantité le volume de mégawatts nécessaires à installer dans les années à venir en Afrique représentera 520 000 mégawatts. Donc, par rapport à un volume installé de 40 000 mégawatts, chiffre de 2017. Donc, vous pouvez imaginer l'augmentation qui est nécessaire. Il faudra multiplier par 4 la capacité d'énergie installée. Et ça, c'est un effort gigantesque, mais qui s'inscrit dans une croissance mondiale qui est pratiquement analogue. Donc, je dois dire que l'Afrique est en bonne compagnie avec le reste du monde. À notre avis, il faut engager plusieurs réflexions de façon à prendre un peu de recul lorsque l'on parle de l'Afrique et d'autres problèmes qui assaillent le monde. En Afrique, il y a certainement un problème démographique. Effectivement, la population augmente. Cette croissance démographique n'a pas d'égal dans le monde. Il y a en Afrique également une grande concentration de la population dans les zones urbaines. C'est une réalité qui est constante dans le monde. Par exemple, la population décide de se transférer dans les grandes villes. Quand on parle de grandes villes, il faudrait plutôt parler d'agglomérations urbaines. Il s'agit de mégalopoles, du jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité. Et ce phénomène est accompagné par une croissance de la demande en énergie dans les grands pôles, les centres urbains. Et en Afrique, il y a beaucoup de terrains disponibles et par ailleurs une potentialité de développement des sources renouvelables, des sources d'énergie renouvelables. Et je peux dire que depuis toujours, en Afrique, il y a une très forte concentration d'énergie renouvelable, peut-être la plus forte concentration. Et c'est justement l'atout détenu par l'Afrique. Donc, nous avons donc tous ces facteurs, croissance démographique, renouvellement, demande importante, même très forte d'énergie, disponibilité de sources d'énergie renouvelables. Alors, on peut se demander, compte tenu de tous ces facteurs, pourquoi il n'y a pas une course aux investissements en Afrique. Eh bien, je peux vous répondre en faisant 3 considérations.
Premièrement, il y a une certaine présence de systèmes, de régimes réglementaires qui semblent indiquer aux investisseurs qu'ils courent des risques. Et dans une certaine mesure, c'est un phénomène que l'on peut comprendre. J'ajoute qu'il y a également un manque d'infrastructures bancaires complexes dans tout le continent. Disons qu'il y a des établissements bancaires, mais pas dans la totalité du continent. Et puis, il y a une absence de financement adéquat. Donc, ces trois facteurs sont à prendre en compte. Et en ce qui concerne ce troisième facteur, c'est-à-dire la capacité de mobiliser des programmes de financement, bien, nous savons que uniquement sur le plan européen, je ne vous parle que de l'Europe, il y a à peu près 75 programmes européens qui sont destinés à financer différentes mesures visant à améliorer les infrastructures en Afrique. Mais sur ces 75 projets, il n'y en a que 17 qui peuvent être opérationnels. Et je dois dire qu'ils sont extrêmement fragmentés. Ils n'ont pas encore une masse critique. Il s'agit purement et simplement d'interventions marginales qui, il faut bien le reconnaître, n'arrivent pas à s'adresser aux trois facteurs dont je vous ai parlé. Donc, on peut parler d'un manque de perception, alors que les flux financiers peuvent être mobilisés dans d'autres pays, mais dans ce cas, dans le cas de l'Afrique, il y a une certaine crainte lorsqu'on parle de l'Afrique. À notre avis, il s'agit là d'un problème que l'on peut résoudre sans difficulté. Et du reste, nous avons lancé un programme avec bien d'autres acteurs, un programme que nous avons intitulé Renew Africa, Renouveler l'Afrique. Il s'agit d'une initiative qui vise, disons, de résoudre, d'abord d'appréhender et ensuite de résoudre certaines limites que nous avons constaté pour ce qui est de la mobilisation de flux de capitaux pour que l'on mobilise les financements nécessaires dans de nombreux pays africains. Cette initiative est de nature pratiquement totalement européenne. Tous les participants à cette initiative sont des sociétés ou des acteurs, des opérateurs européens. Le programme de cette initiative se décline en 4 dimensions. Vous avez tout d'abord une activité qui porte sur l'identification des obstacles politiques et réglementaires. Il s'agit donc d'agir sur le plan des politiques pour voir quelles sont les entraves qui empêchent justement aux investisseurs d'investir compte tenu du niveau de risque. Deuxièmement, il y a un volet de renforcement des capacités ou de création de capacités. En d'autres termes, il faut mettre en place des formations en dépit de toute la bureaucratie et des difficultés qu'éprouvent les pays à participer à cette initiative. Et je dois dire qu'un investisseur privé a besoin justement de gommer ces difficultés et de façon à investir dans des infrastructures dans un pays, quel qu'il soit, africain ou pas. Le troisième volet concerne les possibilités et modalités de partenariat public-privé en passant par différentes initiatives sur le plan, dans le secteur énergétique, dans tous les pays africains. Enfin, quatrième volet, nous parlons de transition, de période de transition. En d'autres termes, si les investissements commencent à être mobilisés dans les pays africains, que faire de tous les travailleurs qui seraient malheureusement au chômage, et ce sera le cas, alors qu'ils pourraient être affectés dans d'autres secteurs. Moi, je pense par exemple à l'énergie thermique. Il y aura certainement des énergies qui devront être remplacées. Donc, il est bon de s'attaquer directement à ce front-là et répondre à ces inquiétudes qui sont tout à fait légitimes. Donc, nous avons examiné ces 4 points
Et nous avons décidé aussi de prendre contact avec certains pays africains. Et nous avons donc lancé ce programme au mois d'avril. Et je pense que certains pays africains pourront être contactés dans les semaines à venir par nos services, parce que nous estimons que cette initiative pourra être couronnée de succès uniquement si elle est destinée aux pays africains qui sont vraiment dans une situation de nécessité et qui souhaitent justement attirer des investissements. Et je dois reconnaître que nous avons connu un certain succès parce que nous sommes arrivés en Afrique suite à une initiative du gouvernement d'Afrique du Sud. Il s'agissait d'attirer des investissements dans les énergies renouvelables en passant par des systèmes compétitifs de fourniture d'énergie électrique non subventionnés, en passant justement par des appels d'offres au moins 10 ans. Donc nous avons réussi à avoir, après cette soumission, d'avoir une soumission d'offres abordable en passant par la société étatique d'Afrique du Sud. Et le régime juridique et réglementaire a été conçu de façon tout à fait idoine. Ce processus a été géré de façon professionnelle et ces appels d'offres ont été couronnés de succès parce qu'il y a une large participation des investisseurs étrangers et également d'autres acteurs. Et je dois dire qu'à présent, nous avons une société qui est spécialisée dans l'énergie renouvelable et qui a connu un grand succès en dépit des difficultés initiales, puisqu'il n'y avait pas de tradition d'énergie renouvelable. Ensuite, la Zambie a lancé également un projet légèrement différent qui s'appelle Scaling Solar, sous l'égide du FMI et de la Banque mondiale. Cette initiative a permis de jeter une certaine lumière sur les risques que l'on pouvait trouver, mais également l'atténuation des risques pris en charge en partie par le FMI et la Banque mondiale. Et l'on a pu donc mettre en place des installations en Zambie avec des panneaux solaires. Deux installations ont déjà été mises en place en Zambie. Il y en aura d'autres par la suite. Et nous nous sommes aperçus que cette perception du risque perçue par les investisseurs ne reste qu'une perception en fait, parce que la réalité est bien moindre, elle est bien inférieure à ce que l'on craint. Et donc, il faut être au courant des modalités d'élaboration des politiques mises en place dans les pays. Et c'est à partir de là que nous avons donc connu une certaine expérience et c'est à partir de cela également que nous avons décidé de porter cette expérience ailleurs en Afrique. Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons travaillé dans ces deux pays et maintenant nous envisageons de faire démarrer d'autres projets dans l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Et bien entendu, nous sommes présents aussi en Afrique du Nord. Et j'ajoute qu'il y a eu d'autres appels d'offres sans aucune incitation pour la fourniture d'énergie renouvelable qui ont été couronnés de succès. Donc, notre expérience, en fait, a été une bonne expérience. Il y a eu quelques difficultés, mais seulement au début. Il faut s'organiser et, je le répète, les risques que l'on court sont identiques à ceux que l'on courrait dans n'importe quelle autre région du monde. En plus, en Afrique, vous avez la capacité à agir. Il y a vraiment cette volonté, ce dynamisme. Et puis, je voudrais ajouter quelque chose à propos de la production d'énergie électrique. Nous nous sommes interrogés sur la distribution de l'énergie électrique parce que le vrai problème qui commence à être difficile à
affronter en Afrique, c'est le réseau de distribution. Donc, acheminer l'électricité aux consommateurs. Or, comme vous le savez, et comme je viens de le dire, les consommateurs se trouvent dans ces mégalopoles. Il y a des dizaines de millions de personnes qui habitent dans ces grandes villes, dans ces grands centres urbains, parce que ces personnes pensent qu'ils auront une qualité de vie meilleure, ils pourront également donner une meilleure instruction à leurs enfants et avoir des moyens d'existence meilleurs. Donc, nous savons qu'il y a un grand projet d'électrification qui est en cours, mais peut-être que ce processus n'est pas, disons, volontaire. En d'autres termes, il y a des connexions un peu arbitraires et il y a vraiment des problèmes, un risque d'explosion dans ces grandes villes. Donc, il est essentiel d'électrifier les grandes villes africaines, parce que c'est de cette électrification que dépend le développement des grandes villes, des grands centres urbains et partant de l'Afrique. Donc nous avons lancé une autre initiative qui s'appelle Grids for Africa. C'est une initiative légèrement différente de la première et nous essayons de centrer l'attention uniquement sur cet aspect-là, c'est-à-dire l'électrification des grands centres urbains africains, parce que nous pensons que c'est finalement le dossier le plus urgent. Et ce chantier aura des répercussions, certes politiques, mais surtout sociales. Et nous aurons, à partir des pays qui ont les plus grandes possibilités, les plus grands besoins également d'électrification, parce que c'est ensemble que nous pourrons parcourir cette trajectoire. Ces initiatives ne sont pas labellisées NL. Nous avons lancé l'idée, mais autour de ces plateformes que nous avons mis en place, il y a eu énormément d'intérêt. Nous avons donc mis ces plateformes à disposition de tous, parce qu'aucune société ne peut seule penser s'occuper de l'Afrique. On ne peut pas faire cavalier seul. C'est un continent immense qui a beaucoup de potentialités, mais qui a besoin sans doute d'approfondir toutes ces potentialités. Je vais m'en tenir là parce que je ne veux pas vous ennuyer en énumérant toutes les activités que nous avons déclinées en Afrique, mais si ces questions vous intéressent, nous pourrons éventuellement contacter les ministres et les ambassadeurs en fonction de leurs besoins pour approfondir ce que je viens de vous exposer. Et en tout cas, merci de votre invitation. Merci à vous, Monsieur l'ingénieur Staraché. Merci infiniment de cet exposé très détaillé qui a rendu compte de l'effort considérable que vous déployez pour mobiliser des efforts, des projets énergétiques novateurs. C'est surtout cette caractéristique de l'innovation qui est importante, parce qu'il y a toujours le transfert de technologie, le know-how, les connaissances, mais il faut innover. Donc, à présent, je voudrais vous inviter à écouter un message de la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais à l'étranger du Sénégal, qui s'appelle Madame Aïssata Tall Sall. Vous savez que c'est le Sénégal qui va assumer la présidence tournante de l'Union africaine. Donc je demande aux techniciens de nous transmettre ce message. Excellence Luigi Di Maio, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale de la République italienne. Excellence Madame Najla Mohamed El Magouj, ministre des Affaires étrangères de la Libye. Honorable Pierre Fassino, président de la Commission des Affaires étrangères et communautaires de la Chambre des députés de la République italienne. Excellence Madame Amina Mohamed, vice-secrétaire générale des Nations Unies. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les honorables députés, Mesdames et Messieurs honorables invités. C'est avec un grand plaisir que je me joins à vous aujourd'hui pour célébrer la journée de l'Afrique, commémorant la naissance le 25 mai 1963 de l'Organisation de l'Unité africaine, première expérience d'intégration à l'échelle du continent. L'honneur est d'autant plus grand que cette journée
célébrée dans chaque pays africain et aujourd'hui commémorée par les grands amis de l'Afrique, dont l'Italie, qui, faut-il le rappeler, fait figure de partenaire privilégié pour notre continent. Voilà pourquoi je tiens à adresser au Parlement et aux autorités italiennes et au nom de son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, nos remerciements les plus chaleureux pour la tenue de cet important rendez-vous. Excellences, Mesdames et Messieurs, la parfaite convergence de vues entre l'Italie et l'Afrique repose sur une vision partagée d'un monde plus juste, plus équitable et sans discrimination. Un monde dans lequel primeront la paix et la sécurité. Un monde où tous les peuples pourront travailler et vivre dans l'harmonie et la concorde. À cette fin, que de combats menés, que d'expériences cumulées, que de victoires acquises au profit des peuples africains et italiens. L'excellence des relations de coopération et d'amitié qui lient le Sénégal à l'Italie est une parfaite illustration des actifs de cette relation au niveau bilatéral. Traditionnellement, la coopération italienne avec notre pays cible le secteur du développement agricole et rural, de la sécurité alimentaire et de la protection des droits des groupes les plus vulnérables. Le Sénégal se réjouit des perspectives intéressantes qui s'offrent aujourd'hui à notre coopération. Il s'agit notamment de son élargissement au domaine parlementaire et la signature d'une convention sur la sécurité sociale pour élever notre partenariat à un niveau tel que notre coopération en est substantiellement et stratégiquement renforcée. Par ailleurs, l'intégration d'une communauté sénégalaise forte de plus de 20 000 compatriotes vivant en Italie, ainsi que les nombreux contacts politiques entre les autorités des deux pays, plaident bien en faveur d'une coopération dynamique et croissante et d'un partenariat gagnant-gagnant. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis la création de l'Union africaine en 2002, l'intégration africaine a retrouvé un nouveau souffle qui a permis une meilleure prise en compte des difficultés de notre continent, le développement des économies africaines interdépendantes ainsi que l'épanouissement des peuples africains. Aujourd'hui, force est de constater que les États africains font face à une demande du travail qui croît plus vite que l'offre générée par le développement des produits intérieurs bruts. Qui plus est, la pandémie de la COVID-19 ainsi que les inégalités dans l'accès universel au vaccin restent une menace sérieuse à la reprise de la croissance soutenue des économies africaines. C'est dans cette perspective que le Sénégal renouvelle son appel à l'ensemble de ses partenaires techniques et financiers, bien évidemment dont l'Italie, autour des secteurs accélérateurs de croissance à l'effet de relever le défi du développement durable, de l'employabilité de notre jeunesse et de la création d'emplois. Qu'il me soit ici permis de rappeler l'espoir que le Sénégal fonde sur la présidence italienne du G20 pour plaider en faveur de l'annulation de la dette, de la baisse des coûts de transfert de fonds vers l'Afrique et de la lutte contre les flux financiers illicites. Le même espoir est nourri pour une collaboration plus efficace en faveur de la défense des droits des migrants, de l'accès universel aux vaccins et médicaments anti-Covid, ainsi que du retour des biens culturels africains. Il s'agit là autant de problématiques qui seront au cœur de la politique de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, politique qu'il entend mener au sein de l'Union africaine à l'occasion de sa présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement pour la période 2022-2023. C'est donc dire toute l'importance stratégique que revêt le partenariat entre l'Italie et le Sénégal pour la promotion et le développement des peuples africains et italiens, unis par cette même volonté de bâtir ainsi que de vivre dans un monde meilleur. Je ne saurais terminer sans, pour autant, souhaiter plein succès à cette conférence et vous réitérer surtout et encore une fois nos sincères remerciements. Vive l'Afrique, vive l'Italie, vive la coopération entre l'Afrique et l'Italie. Merci, Madame la Ministre. Merci infiniment, Madame la Ministre. Nous nous félicitons
également de l'intervention du PDG de l'Enel, qui a montré à quel point l'Enel était présente en Afrique. À présent, je vais donner la parole à Dante Carraro, qui est directeur du CNUAM, qui est une organisation présente en Afrique, qui représente le réseau de toutes les organisations non gouvernementales qui se trouvent en Afrique. C'est une richesse pour l'Italie que d'être ainsi présente sur tout le territoire africain. Merci, Excellences, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur pour moi que d'être des vôtres pour célébrer cet anniversaire de l'Union africaine. Je m'appelle Dante Carraro, je suis médecin, je suis également prêtre catholique et je suis directeur de CUAM, Médecins pour l'Afrique. C'est une des ONG italiennes qui a pour vocation d'aider au développement de l'Afrique. Nous avons commencé à être présents en Afrique en 1950. Et depuis 70 ans, nous avons travaillé dans 43 pays d'Afrique. Nous avons restructuré, organisé et renouvelé ou construit des hôpitaux. Nous avons également formé des personnels sanitaires, des médecins, des obstétriciennes. Nous sommes présents maintenant dans 127 districts sanitaires. Nous avons 23 hôpitaux, 3 écoles de formation pour les infirmières et les obstétriciennes. Il y a une faculté également au Mozambique. Et l'an dernier, nous avons décidé d'affecter 5000 opérateurs, donc dont 500 Italiens qui sont volontaires, des médecins et des infirmiers pour la plupart. Alors, je vais essayer de vous brosser un panorama de la situation sanitaire d'Afrique et du rôle important que pourrait jouer l'Union africaine dans ce contexte. En 2020, l'Afrique a été frappée par la pandémie de la Covid. D'ailleurs, j'ai des clichés pour illustrer mon propos. Je vais demander aux techniciens de projeter ces diapositives. Et le nombre de personnes décédées suite à la Covid sont approximativement, je parle d'approximation parce que les capacités de diagnostic restent limitées. Et on peut dire qu'il y a une sous-estimation des chiffres. Donc, sur les 5 millions de cas positifs, 130 000 décès dus au Covid, mais ce sont des chiffres très modestes par rapport à ceux des pays occidentaux. Mais comme le Lancet l'indique, vous savez, c'est cette revue très célèbre dans le domaine scientifique, eh bien, dans un des derniers éditoriaux, on affirme que il y a beaucoup plus, disons que les effets causés par la pandémie de façon indirecte sont bien pires, disons. Cette pandémie a entraîné une baisse de l'accès aux services de santé dans tous les pays, pratiquement, et pour toutes les pathologies. Je prends un exemple. Nous sommes en train de gérer et de soutenir financièrement 23 hôpitaux. Eh bien, nous avons noté une baisse de l'accès aux services qui va jusqu'à 30%. Ça veut dire que les enfants victimes de grave malnutrition souffrent. On assiste à une augmentation de la mortalité parce que nous n'arrivons pas à assurer le suivi. Ils peuvent tomber dans une malnutrition aiguë ou extrêmement grave. Il y a aussi les patients atteints de tuberculose, de VIH-Sida ou encore d'autres personnes. Il y a les femmes enceintes qui accouchent dans des conditions extrêmement difficiles. Je suis revenue de la Sierra Leone il y a quelques temps. Voilà ici la plus grande maternité de Freetown, la capitale. Eh bien, si vous examinez les chiffres pour 2019, après tout le travail que nous avons réalisé pour redonner confiance aux mamans, à toute la population,
il y a eu plus de 2300 femmes qui ont accouché. Donc imaginez, lorsqu'il y a une césarienne, un cas de complication, une hémorragie, eh bien 2000 mamans ont perdu la vie. Elles ne sont pas venues. Pourquoi? Eh bien tout simplement, elles ne sont pas venues dans nos locaux parce qu'elles avaient peur de la pandémie. D'ailleurs, vous avez tous vu les images tournées en Italie et la pandémie a suscité une peur. Il y a 20 à 30% de mères que nous avons perdues, qui ont voulu accoucher chez elles, au domicile, avec tous les risques que cela comporte. Puisque précédemment on parlait de démographie, bien, je voudrais citer une étude une étude de la Banque mondiale qui a recueilli les données de nombreux pays. Et on voit de façon assez claire que la réduction de la mortalité suite à l'accouchement, tant pour ce qui est de la mortalité infantile que de la mortalité maternelle, on voit que ces chiffres ont une incidence sur la baisse de la fertilité. C'est ce qui s'est passé en Italie. Lorsque les femmes ou les enfants avaient plus de sécurité, disons, eh bien, on a assisté à une réduction de la mortalité. Donc, finalement, on est en train d'observer un recul de pratiquement 10 ans. Et la pandémie, j'ajoute aussi, a augmenté les inégalités. Les pays pauvres s'appauvrissent, la pauvreté a augmenté et, comme je le disais, la pauvreté extrême aussi. Et la vice-secrétaire générale des Nations Unies l'a rappelé. Et ceux qui vivent avec moins de $2 par jour, les calculs sont assez clairs maintenant, mais ça n'apparaît pas de façon si importante. On peut dire qu'il y aura sans doute 500 millions de personnes de plus qui tomberont dans la pauvreté extrême. Donc vous voyez que l'Afrique recule au lieu d'avancer. D'ailleurs, tout le monde l'a dit, il est important de vacciner. Et les leaders internationaux, le pape François par exemple, le Premier ministre de l'Italie, Draghi, lors du sommet mondial de la santé, tous ont rappelé qu'il fallait avoir de grandes campagnes de vaccination. Il faut monter en puissance pour ce qui est de la vaccination, malgré les nouveaux variants. Il faut le faire par devoir de solidarité et pour assurer également la sécurité. Solidarité, sécurité, les deux S qui vont de pair. Et il y a également des inégalités au niveau de la vaccination. Et d'ailleurs, là, c'est un constat que l'on peut faire. Vous pouvez voir ce graphique avec la ligne du haut, Royaume-Uni en vert, les États-Unis en dessous, l'Union européenne, le monde, l'Asie et l'Afrique. L'Afrique est la dernière ligne. 1% de la population était vaccinée et seulement pour la première dose. Donc face à cette situation, pour accroître les vaccinations, que faire? Eh bien, il y a deux choses à faire pour qu'il y ait une vaccination pour tous. D'abord, il faut accroître le nombre de doses disponibles et deuxièmement, il faut aider le système de santé national. Et je vais m'expliquer. Il y a deux piliers en quelque sorte sur lesquels repose cette action. On peut se demander ce qu'il faut réaliser, ce qu'il faut faire. Eh bien, nous allons demander de suspendre de façon temporaire les brevets. C'est absolument indispensable parce que sinon on n'arrivera pas à accroître la production à l'échelon mondial, et y compris en Afrique. D'ailleurs, vous pouvez voir que 99% des vaccins avant la Covid étaient importés. L'Afrique n'arrivait pas à avoir ces brevets. C'est quand même incroyable. Donc nous devons investir avec courage. Voilà la raison pour laquelle je dis que la santé mondiale est un bien qui doit être sauvegardé au plan international. Alors, vous voyez ici à gauche la carte. Il s'agit d'une carte de l'Afrique où vous trouvez les centres qui peuvent produire certains éléments du vaccin. Mais dans l'Afrique, il n'y a aucun centre qui est en mesure de produire des vaccins avec toute la filière, du début jusqu'à la fin. Donc c'est là que nous devons investir parce qu'il y aura peut-être d'autres pandémies. Et il faut freiner ces pandémies. Et donc si nous voulons les freiner, il faut agir dans ce sens. Donc la suspension d'abord des vaccins, transfert de technologies et des éléments et des composantes.
il y a aussi un blocage des exportations. Donc, il faut surmonter ces obstacles. Et là, je voudrais revenir sur ce qui a été dit par le Premier ministre. Il faut inscrire cette problématique dans un contexte juridique plus contraignant pour la Big Pharma et clair aussi, transparent. Parce qu'on ne peut pas penser, lorsqu'une pandémie éclate, que les gens continuent à discuter et que l'on ait si peu d'Africains vaccinés. Il n'y a pas d'avenir. Donc, premièrement, les vaccins et les doses excédentaires qui devraient être données. D'ailleurs, le ministre Di Maio l'a dit, 15 millions de doses seront données par l'Italie, mais il y a d'autres pays également qui vont le faire, parce que certains ont accaparé les doses de vaccins et en multipliant les chiffres par 3, 4 par rapport à la population nationale. Donc, il faut donner les doses excédentaires et puis financer le système COVAX. Alors, on a parlé de déréglementation. Moi, je reviens de la Sierra Leone, par exemple. C'est un pays petit, 8 millions d'habitants, 40 000 doses de vaccins. Tous sont des vaccins chinois. Les vaccins de l'initiative Covid ne sont pas encore arrivés. Or, ce sont des vaccins qui sont sûrs. Par exemple, au Mozambique, nos volontaires ont été vaccinés. Les personnels soignants locaux aussi ont été vaccinés avec le vaccin chinois. Et le COVAX, maintenant, doit être appuyé. Et puis, voilà encore une autre diapo. Il faut investir davantage. Investir mieux aussi dans les jeunes Africains et dans les institutions de recherche africaines pour améliorer les tests, renforcer les tests cliniques et renforcer la recherche opérationnelle pour améliorer la performance des systèmes de santé. Et je parle en toute humilité, bien sûr, parce qu'il faut être humble, mais également passionné. Voilà ici les 37 articles scientifiques que nous avons publiés dans des revues internationales, et 14 instituts européens, 20 instituts italiens et 25 instituts africains, nos partenaires. C'est vraiment extraordinaire. Nous devons bâtir l'avenir grâce à la passion, la professionnalité. Il faut investir sur ces points. Et je pense être absolument convaincue de la voie qui est certainement la voie de l'avenir. Et nous sommes une ONG. Il y a beaucoup d'ONG d'ailleurs qui sont présentes, fort heureusement. Et puis l'autre pilier, c'est le système de distribution. Parce que là encore, tous ces réseaux de distribution doivent être encadrés, appuyés. Voilà la raison pour laquelle nous avons eu pour vocation l'Afrique. Nous devons aider les systèmes de santé qui existent et qui doivent être renforcés. Alors, pour ce qui est de la distribution, voilà comment il faudra procéder. Alors, admettons qu'une des doses arrive à Kampala, à Freetown. Il faut que ces doses servent à vacciner les gens. Donc, nous devons utiliser des Vélosolex, des mobylettes, des petits véhicules pour distribuer ces vaccins. Il faut aussi des groupes électrogènes, des emballages pour conserver au froid ces vaccins, parce que le continent est fascinant, mais également extrêmement étendu. Donc, c'est dans ce sens qu'il faut agir. Formation des personnels locaux. Vous avez ici des diapositives que j'ai prises pour vous montrer ce qu'on fait au Sierra Leone. Et ce sont les derniers clichés que je vais vous projeter. Vous avez ici un cliché qui est pris au sud du Sierra Leone. 375 habitants, 375 000 habitants, il y a un seul hôpital. Et là, nous sommes aux confins avec le Libéria. Un samedi matin, je suis revenue vraiment fière. Parce que j'ai vu que dans un endroit très reculé, il y avait quand même une bonne installation. Vous avez la cool box, là, une sorte de réfrigérateur, de boîte thermique, le directeur du centre, et vous voyez les gens qui peuvent être vaccinés, même un samedi matin. Et j'ai même ouvert cette boîte frigorifique pour voir si elle contenait vraiment
des vaccins. Et voilà les doses. Vous avez ici les blocs de glace pour conserver le froid et ensuite les fiales. Et vous avez ici dans le centre voisin les jeunes qui sont en train d'équiper leur mobilette avec cette boîte réfrigérée et puis ils partent. Les voilà. Les voilà. Vous avez devant le conducteur et ensuite l'opérateur de santé, enfin le soignant, qui emporte tout ce qui est nécessaire. Voilà donc la contribution que nous pouvons offrir en tant qu'organisation non gouvernementale. Donc vous avez les deux piliers, les doses d'un côté et de l'autre les agents, les soignants. Et puis je voudrais vous parler du livre de Claudio Magris. Il pensait à l'Afrique, à l'Italie, à l'Union africaine et à l'Union européenne. Nous assistons à un accouchement lent et sanguinolent d'une nouvelle civilisation. Eh bien, je pense à l'Afrique comme s'il s'agissait d'un rêve, une Afrique prête à accoucher. Ce sera un accouchement difficile, ponctué de difficultés, comme un accouchement très difficile, comme si l'enfant arrivait par les pieds, non par la tête. Et je pense que c'est quand même excitant et intéressant de voir que nous faisons partie de cette grande aventure. Alors c'est vrai qu'il y a des difficultés sur le terrain, mais nous avons des volontaires et je crois que nous sommes presque comme des sages-femmes, si vous voulez, qui aident l'Afrique à accoucher. Et c'est un moment historique. Voilà donc le rêve qui me berce. Et j'espère que tous ensemble, nous pourrons travailler avec la Commission des Affaires étrangères, avec le ministère, de façon à aider ce continent africain qui est magnifique et si attachant. Merci beaucoup, Don Carraro. Nous en sommes à la fin de nos travaux. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais je voudrais juste clôturer notre rencontre en citant l'ambassadeur Luca Attanasio. Voilà un nom qui a déjà été évoqué, qui a trouvé sa terrible destinée en s'employant donc à représenter l'Italie et en s'exposant à ces risques terribles. Et puis le nom d'une femme africaine, Madame Congo Yala, qui est devenue directeur général de l'Organisation générale du commerce. C'est la première fois qu'une femme africaine devient donc directeur d'un tel organisme. Et voilà notre signe donc du rôle toujours croissant que l'Afrique joue à l'échelon international. Alors je remercie le ministre qui est resté avec nous malgré tous ses engagements. Merci de votre présence constante. Merci à tous les participants. Je remercie l'ambassadeur, je remercie Don Carraro. Je remercie tous ceux donc qui ont contribué à la réalisation de cet événement et ceux qui ont été avec nous, plus d'une trentaine d'ambassades africaines en Italie, étaient connectés. Et ceci est très important aussi. Donc merci à tous les ambassadeurs qui ont voulu nous suivre. Et encore une fois, merci à tous.